bonjour Claudine Villemot, vous êtes française, mais vous parlez aussi allemand et anglais, vous avez voyagé dans le monde entier, vous vous êtes beaucoup intéressée au système de valeurs, au système de représentation qui anime les cultures, et aujourd'hui, vous vous intéressez plus particulièrement à quelque chose de très singulier, ce sont les architectures sociales. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture sociale et en quoi c'est important pour comprendre les écosystèmes d'innovation? Alors, les architectures sociales, comme le nom l'indique, nous ne travaillons pas avec des bâtiments qui sont intégrés dans un contexte beaucoup plus général de vie. Nous travaillons avec des personnes, c'est-à-dire que nous mettons ensemble des personnes extrêmement différentes, justement avec des profils de systèmes de valeurs très, très distincts et qui, a priori, ne s'entendent pas pour créer justement des nouvelles formes d'innovation pour extraire de chaque personne le potentiel créatif le plus élevé. Donc c'est un petit peu l'idée de l'architecture sociale. Comment allons-nous mettre quelles personnes ensemble pour pouvoir gérer de la créativité et de l'innovation et aller au-delà des conflits, des résistances, mais mettre justement toute cette, je dirais, intelligence collective en synergie. Oui, alors ça c'est complètement au cœur de la problématique des écosystèmes innovants, puisqu'effectivement on sait déjà depuis un certain temps qu'il faut mélanger des personnes de caractère, de culture, de spécialités différentes pour générer de l'innovation. À l'Université catholique de Lille, on appelle ça les rencontres improbables. C'est-à-dire l'innovation est au cœur des rencontres improbables. Mais dans les rencontres improbables, il y a un bon versant qui est la poésie et la créativité que cela génère, et puis il y a un mauvais versant qui est les incompréhensions potentielles. Alors justement, comment vous faites face ou tirez une valeur, une richesse de cette diversité en fait? Comment affronter cette diversité, cette altérité, et en même temps en faire une dynamique créative positive? Oui, alors là, la connaissance des systèmes des valeurs nous aide énormément, puisque nous savons que chaque système de valeurs a, dirais-je, des freins de par son code personnel, mais a aussi des ressources extraordinaires. Donc, si nous travaillons dans une architecture sociale, nous allons regarder attentivement quels sont les besoins des personnes, des parties prenantes ou des actants, quelles sont leurs ressources. Et à partir de là, nous allons créer ce que nous appelons un objectif maître. Donc en anglais, on dirait le higher purpose. C'est-à-dire un objectif, une vision qui va regrouper toutes ces personnes indépendamment de leur système de valeurs, où ils vont voir tous se retrouver et s'identifier. Donc c'est une espèce d'arc qui va regrouper toutes les différences et les motiver en disant oui, nous voulons tous aller dans cette direction, nos voies sont différentes, mais c'est ça qui nous unifie. Donc à partir de là, une fois qu'on a déterminé, c'est eux d'ailleurs qui le font, quel est cet objectif maître, chacun va pouvoir mettre pour la réalisation de cet objectif ces potentialités personnelles qui sont justement différentes des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de les regrouper sous un objectif qui va les interpeller, qui va les motiver et où ils vont pouvoir dire oui, en essayant d'atteindre cet objectif, je vais moi-même me réaliser. Voilà, c'est en fait assez classique en termes de management ou leadership, l'importance d'une vision partagée, voilà, d'un objectif partagé. Et est-ce que vous avez remarqué dans le monde, dans vos voyages, des zones ou des endroits ou des pays où les architectures sociales sont plus avancées que d'autres du point de vue de la créativité et de l'innovation, justement? Alors là aussi, le développement du système de valeurs d'une collectivité, donc d'un pays, d'une nation, a une influence évidemment sur l'émergence des architectures sociales. Donc nous voyons que par exemple dans les pays scandinaves, il y a une ouverture par rapport justement à l'architecture sociale, parce qu'ils ont, dirais-je, conscientisé déjà
pas mal de systèmes de valeurs. Oui, les pays nordiques sont considérés comme parmi les pays les plus avancés dans plein de domaines, voilà. et notamment en socioculture. Voilà, ce qui est aussi un aspect géopolitique, parce que ce sont des petits pays, ils sont plus petits, c'est peut-être plus facile aussi à gérer. À cause du froid, ils se regroupent. Donc il y a une émergence qui est complètement différente. Donc les pays où en effet il y a une avance du système de valeurs, je dirais, de l'ère moderne à la postmoderne, ont en effet une ouverture aux architectures sociales, donc qui se manifestent, mais qui se manifestent beaucoup plus, je dirais, pas dans le mainstream, mais qui émergent dans des systèmes parallèles. Donc elles sont difficiles en fait à peut-être identifier. C'est encore un peu underground, c'est un peu marginal. Voilà, encore. C'est encore un peu marginal. Beaucoup de choses qui émergent. Oui. Et comment analysez-vous les autres pays plus connus comme les États-Unis ou le Japon ou la Chine ou l'Allemagne, par exemple? Alors, bon, les États-Unis, il y a une très forte dichotomie entre l'Est et l'Ouest. Donc, l'Est qui est beaucoup plus conservateur et l'Ouest, avec toute la Californie, qui en effet gère énormément d'innovation parce qu'ils sont sur un système de valeurs qui est déjà au-delà du moderne. La Chine est encore, évidemment, collectivement dans un système très traditionnaliste, mais s'ouvre énormément. Mais là, pareil, ce n'est pas dans le mainstream. Il y a des petits îlots d'expérimentation où les Chinois sont en train d'expérimenter, d'ailleurs au niveau environnemental, des choses extraordinaires. L'Allemagne est bien ouverte déjà à ce système, à ces idées d'architecture sociale. Et peut-être en Allemagne avec beaucoup de diversité. Avec beaucoup de diversité. On voit certains Allemands être très en avance au niveau de l'écologie, du développement durable, alors que d'autres sont encore très orientés business, très orientés dans un système de représentation moderne, classique, réussir dans sa vie, efficacité, etc. Et on voit donc une assez grande diversité en Allemagne. Et il y a même aussi des personnes très traditionnelles en Allemagne. Oui. Donc on a un peu tous les systèmes de représentation. On a un peu tous les systèmes, de par le système fédéral d'ailleurs. Et comment vous vivez la situation de la France actuellement, avec ce regard que vous pouvez avoir en tant que Française, mais ayant vécu beaucoup à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de par l'histoire de la France aussi, c'est l'esprit cartésien des Français, qui, à mon avis, d'une part, a une énorme force, parce que ça a conduit aussi justement à l'esprit laïque. Donc l'esprit laïque est une ouverture à toutes les formes de religion, qui est une énorme chance de pouvoir pratiquer en toute liberté sa religion, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Donc la laïcité d'un côté qui est vraiment ancrée dans l'esprit cartésien, mais le frein que je vois, c'est que dans ma perception, il y a peut-être une résistance à l'ouverture au-delà de l'intellect. Donc je perçois le français très ancré dans un pragmatisme, cartésianisme et très intellectuel, et qui va peut-être, donc c'est pour ça qu'ils sont très forts, je pense, dans la recherche, mais qui empêche une réalisation très concrète des choses. Et moi, je souhaiterais personnellement une ouverture plus aussi à l'émotionnel, mais pas dans le sens peut-être rebelle du terme, mais dans le sens de l'empathie, peut-être de l'empathie avec l'environnement, avec des choses qui vont au-delà de la raison, dans le sens de Descartes. Merci beaucoup, Claudine, et donc à très bientôt sur la chaîne de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Merci Michel.